Et à propos d'actualité européenne, on en parlait à l'instant. L'invité de Paris Direct aujourd'hui, c'est vous, Céline Spector. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Vous êtes professeur de philosophie politique à la Sorbonne, ici à Paris. Et vous signez Nos démos, souveraineté et démocratie à l'épreuve de l'Europe, qui vient de sortir au Seuil dans la collection L'Ordre philosophique. La Pologne, Céline Spector, membre depuis 16 ans de l'Union européenne, a engagé ces jours-ci un bras de fer avec Bruxelles autour de la question de la souveraineté, un débat qui dépasse bien sûr largement les frontières polonaises. Alors on va résumer pour ceux qui n'ont pas suivi. La plus haute juridiction polonaise, le tribunal constitutionnel, s'est prononcé la semaine dernière contre la suprématie du droit communautaire européen sur son droit national. C'est pourtant un principe fondamental de l'Union qui a fait beaucoup réagir, et pas qu'en Pologne, on va y revenir. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une forme de digue qui a sauté? Oui, très clairement. C'est la première fois qu'un tribunal constitutionnel d'un pays membre de l'Union européenne s'autorise à dénoncer ce qui est un principe fondateur de l'Union européenne. Depuis 1963 à 1964, c'est pas depuis le traité de Rome, mais depuis quand même fort longtemps, le principe de la primauté du droit européen sur les droits nationaux est acquis. Et tous les pays membres qui ont rejoint ensuite l'Union européenne, comme la Pologne en 2004, le savent pertinemment. Donc il y a une sorte de jeu un petit peu pervers, puisque le tribunal constitutionnel polonais prétend s'opposer en fait à deux articles fondamentaux des traités. L'article 1, qui dit qu'en fait les peuples d'Europe doivent former une union toujours plus étroite, il y a vraiment un but à la construction européenne, et l'article 19, qui finalement énonce les fonctions de la Cour de justice de l'Union européenne, et qui est évidemment fondamental. On a besoin d'une Cour fédérale. Qui est, voilà, vous le rappelez dans votre livre, et on l'a beaucoup dit ces derniers jours, cette Cour de justice européenne, en réalité, est peut-être le seul véritable élément fédéral aujourd'hui au sein de l'Union européenne. Et c'est à prendre ou à laisser, d'une certaine façon. Alors, la suprématie de la Cour européenne, qui n'est pas la Cour européenne des droits de l'homme, la Cour de justice de l'Union européenne, c'est un point décisif, évidemment. Si on n'a pas d'arbitre des litiges, on est, comme on dit en philosophie, dans l'état de nature, c'est-à-dire finalement les États-nations sont laissés à eux-mêmes, avec leurs appétits de puissance, avec leurs rivalités. Alors il y a quand même, disons, deux éléments qui sont clairement fédéraux dans l'Union européenne. C'est d'une part l'existence de la Commission, en tout cas la Commission européenne, c'est un élément supranational, et d'autre part, en effet, cette Cour de justice. Et puis on a d'autres agences, comme la Banque centrale européenne, pour tout ce qui concerne aussi la zone euro. Donc voilà, il y a plusieurs éléments fédéraux, mais aussi des éléments confédéraux. Et c'est ça qui fait un petit peu de l'Union européenne une forme politique un peu énigmatique, un peu sui generis, puisque le Conseil européen, c'est là où siègent tous les chefs d'État et de gouvernement, et c'est une instance, comme on dit, intergouvernementale. Ça repose sur des négociations entre les chefs d'État et de gouvernement, et donc ça n'est pas vraiment une instance fédérale. Que dit l'événement polonais de la situation dans laquelle se trouve aujourd'hui l'Union? En Pologne, on parle de menaces sur l'état de droit qui ont abouti à cette situation autour de la question de la primauté du droit. En Hongrie, on parle des menaces sur les minorités LGBT. On parle là de valeurs fondamentales. Oui, alors il faut aussi rappeler que l'article 2 du traité de l'Union européenne énonce un certain nombre de valeurs. L'Union européenne, c'est une sorte de club de démocratie qui ont accepté de s'associer, donc de transférer une part de leur souveraineté, parce qu'elles partagent un certain nombre de valeurs et de principes communs. Et parmi ces valeurs et ces principes, il y a la dignité, il y a la démocratie, il y a l'état de droit, il y a la liberté, il y a la protection des minorités. Donc dès lors qu'on remet en cause, par exemple, le principe de la protection des minorités, en s'attaquant par exemple à la minorité LGBT, on va à l'encontre des principes fondateurs de l'Union européenne. De même, l'état de droit, évidemment. L'état de droit, c'est notamment l'indépendance du pouvoir judiciaire, la séparation des pouvoirs. Et donc, si on remet en cause l'état de droit, on ne fait plus partie du club. Alors, du coup, question, est-ce qu'il est légitime de se demander si la Hongrie et la Pologne ont leur place aujourd'hui encore dans l'Union ? Bien sûr, il est légitime de se le demander. Alors, je ne crois pas que la Hongrie et la Pologne souhaitent elles-mêmes sortir de l'Union à ce stade. D'ailleurs, on rappelle qu'en Pologne, il y a eu des manifestations. Bien sûr, et évidemment, il y a toute une part de la population, apparemment les sondages disent 80% en tout cas de la population polonaise qui s'exprime, qui souhaite rester dans l'Union. Mais si vous voulez, la Hongrie comme la Pologne ont énormément bénéficié des fonds européens, notamment dont on appelle les fonds structurels, et aujourd'hui encore vont bénéficier du plan de relance si
en tout cas, ils acceptent effectivement le principe de l'état de droit. C'est-à-dire qu'en fait, dans une communauté politique, là je m'exprime un peu en tant que philosophe, il y a quand même un certain nombre d'avantages et un certain nombre d'inconvénients qu'il faut accepter pour vivre en commun. Donc on a des avantages, par exemple, on peut emprunter un taux d'intérêt très faible, on peut percevoir des plans d'aide, on peut avoir toutes sortes de bénéfices de l'association politique, mais il faut quand même en payer le prix. Et le prix, c'est un certain transfert de souveraineté, donc il ne faut pas faire comme si les États-nations étaient absolument souverains. De quoi la situation actuelle précisément est l'héritière selon vous? Est-ce qu'il y a une forme de malentendu originel précisément sur ce qui fait l'appartenance à l'Union, sur ces deux versions de la même pièce que vous évoquiez à l'instant? Alors, je crois qu'il n'y a pas de malentendu et je crois qu'il y a énormément de mauvaise foi de la part, effectivement, à la fois du tribunal constitutionnel et puis du parti actuellement au pouvoir en Pologne. C'est-à-dire qu'en fait, les règles, elles sont claires depuis le début. On sait que quand on rentre dans le club, il faut respecter un certain nombre de critères. C'est les critères de Copenhague, ils sont énoncés très clairement. On sait qu'il faut respecter ce qu'on appelle l'acquis communautaire, c'est-à-dire finalement le droit européen. Et tous les citoyens d'Europe aujourd'hui peuvent aller voir, tout est transparent, donc tout est sur Internet. Et donc, ils savent pertinemment que quand on rentre dans ce club, effectivement, il faut accepter les règles. Donc, si aujourd'hui, ils jouent le rôle de passagers clandestins, s'ils veulent s'exonérer des règles communes, c'est sciemment. Et c'est un petit peu pour provoquer un bras de fer, évidemment, avec la Commission. Ici, en France, ce débat sur la primauté du droit polonais a fait beaucoup réagir. Vous, quelle est votre réaction, Céline Spector, quand vous entendez un candidat à la présidentielle, et non pas des moindres, car il s'agit de l'ancien négociateur français sur le Brexit, européen, Michel Barnier, aller plus ou moins dans le sens des juges polonais, c'est-à-dire parler de la nécessité d'une souveraineté juridique, en tout cas plus ou moins à la carte, parce qu'en l'occurrence, il parle des questions migratoires. Oui, donc c'est totalement impossible, évidemment. D'ailleurs, je crois qu'à Bruxelles, ils étaient quand même un peu sidérés de voir Michel Barnier s'exprimer en ce sens. Il n'est pas le seul. Oui, bien sûr. Mais évidemment non. L'Europe, alors c'est vrai qu'il y a des formules, entre guillemets, à géométrie variable, et puis les traités eux-mêmes prévoient des coopérations renforcées. Tout n'est pas absolument uniforme. On n'a pas une sorte de léviathan despotique qui s'impose aux États d'en haut, comme si, évidemment, il n'y avait plus de marge de manœuvre et plus de marge de négociation. Mais il est évident qu'il y a un certain nombre de principes fondateurs qu'on ne peut pas remettre en cause, et en particulier la primauté du droit européen, ça c'est un principe absolument fondateur. Sinon, chacun voudrait négocier des choses qui seraient évidemment à son avantage, et c'est à ce moment-là, comme je le disais, le retour à la rivalité et aux conflits qui peuvent mener à des guerres entre les États membres. Il ne faut pas oublier que l'Union européenne, elle s'est quand même constituée, disons, pour éviter les guerres, pour réintégrer l'Allemagne dans le concert des nations, et même si aujourd'hui tout semble pacifique en Europe, il ne faut pas oublier que la perspective du conflit, elle ne s'éloigne pas complètement. La question centrale, puisque c'est un mot dont il est beaucoup question, c'est celui de la souveraineté. Qu'est-ce que c'est? Quelle peut être l'expression précisément de cette souveraineté au sein de l'Union? Vous dites dans votre livre que l'Union est précisément le lieu, paradoxalement presque, dans lequel peuvent s'exprimer ces souverainetés nationales. Expliquez-nous. Alors, disons que c'est vrai que c'est un peu compliqué, c'est un concept philosophique, il a toute une histoire qui remonte au XVIe siècle, à la philosophie moderne. Il s'est constitué au moment où les États-nations, qui est à l'époque des monarchies, ont voulu revendiquer le fait d'être un État fort. C'est-à-dire que la souveraineté a deux facettes. D'un côté, c'est l'indépendance à l'égard des ingérences externes, et d'autre part, c'est aussi à l'intérieur la maîtrise du territoire, la maîtrise de la population, la maîtrise des frontières, le fait de pouvoir décider en dernier ressort, et le fait de donner et de casser la loi. Donc tout ça, c'est la souveraineté. Alors bien sûr, lorsque les souverainetés s'associent et qu'elles acceptent de mettre en commun un peu une partie de la souveraineté, ça implique que la souveraineté soit partagée. Ça implique qu'elle soit divisée, et donc qu'elle soit fractionnée en fonctions, qu'on ne la considère plus comme une indivisible, inaliénable et absolue, mais comme un faisceau de droits, comme un faisceau de compétences qui peuvent se diviser. Certaines demeurent dans l'orbe des États-nations, d'autres sont mutualisées, exercées en commun. Et donc, il faut évidemment décider ce qu'on souhaite mutualiser. Il ne s'agit pas de tout mutualiser. Et il y a en Europe un principe fondamental qui est le principe de subsidiarité, qui est dans les traités lui aussi. Et donc, a priori, la vie politique s'exerce au niveau pertinent. C'est-à-dire que si elle peut s'exercer au niveau des régions, elle s'exerce au niveau des régions, au niveau des nations, et puis au niveau de l'Europe, on mutualise ce qu'on doit mutualiser. Le souverainisme, écrivez-vous, se nourrit des manquements européens
qui existe. Bien sûr, il ne faut pas se voiler la face. Il y a un sentiment de dépossession qui, un, existe et deux, est sans doute légitime par moment. Pourquoi est-ce que écrivez-vous que ce souverainisme est une illusion philosophique d'une part et une erreur pratique de l'autre? Oui, alors ça, c'est effectivement l'objet du livre qui essaye de réfuter un certain nombre d'argumentaires souverainistes, à la fois de gauche et de droite, mais en les prenant au sérieux, parce qu'il y a effectivement de très bons arguments, et notamment toute une réflexion autour de savoir quelle est la bonne échelle de la démocratie. Est-ce qu'on peut avoir une démocratie à l'échelle d'un continent? Ou est-ce qu'il faut se restreindre à l'échelle de l'État-nation? Et donc j'essaye de montrer les raisons pour lesquelles, en fait, il n'est pas du tout exclu, on pourrait dire, d'étendre la démocratie, d'en faire une démocratie post-nationale, et notamment en créant un espace public européen. Alors ça passe par les médias notamment, par la société civile, par les euro-protestations, les euro-manifestations. Ça passe aussi par une vitalité politique accrue, c'est-à-dire finalement des vrais partis politiques européens et des campagnes politiques européennes qui ne sont pas confisquées au profit d'enjeux nationaux. On pourrait largement développer, mais il y a toute une série de thématiques qui font qu'une démocratie post-nationale est possible sans priver, on pourrait dire, les États-nations de leur légitimité. Et ça fait aussi partie des traités, parce qu'en fait, l'Union protège les États-nations. Elle protège leur identité politique et leur identité culturelle. Le fond sera-t-il un des sujets de la campagne électorale présidentielle? Je vous propose de revenir dans 6 mois pour faire le bilan. Pas certain. Merci beaucoup, Céline Spector, d'être venue ce matin nous parler de ce livre passionnant, très riche. Il faut un peu de temps pour le lire. Nos démos, souveraineté et démocratie à l'épreuve de l'Europe, c'est au Seuil. Merci encore. Merci très bonne journée.